Bonjour Internet, Pierre-Louis Renaud aujourd'hui pour parler d'un des meilleurs jeux de fantasy que j'ai essayé récemment, du médiéval, fantastique, plein de fées, puis de dragons, puis de petits châteaux. Et j'ai eu aussi la chance de feuilleter le nouveau livre de Starfinder, deuxième édition. Fait que je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et on va finir la vidéo avec des petites annonces ludiques, alors des sociofinancements, jeux de rôle qui arrivent bientôt sur le marché, que vous ne devriez pas passer à côté. Écoute, dans un premier temps, on en a parlé récemment avec mon ami Pierre-Philippe Renaud. C'est vrai que le médiéval fantastique prend beaucoup de place dans nos jeux de rôle. Que ce soit Donjons Dragons, Pathfinder, ce genre de histoire épique, héroïque, où on va incarner finalement des super-héros avec des épées qui déploient une magie incroyable pour détruire des monstres. Mais je sais qu'on est plusieurs à sentir que Donjons Dragons est devenu un petit peu déconnecté des racines de la fantaisie mystérieuse à la Tolkien, où on nage dans le quotidien, l'inexplicable, et où on peut incarner des héros qui ne sont pas nécessairement des super gros chevaliers sur les stéroïdes. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de deux jeux qui ont des propositions très différentes. Une approche nouvelle, entre gros guillemets, du fantastique. On a fait deux parties de Legends in the Mist. Alors contrairement à beaucoup de jeux qui nous proposent d'incarner des héros épiques, ici, on incarne des gens qui sont, comment dire, monsieur, madame, tout le monde, un peu. Oui, bien sûr, on a notre histoire, oui, bien sûr, on a des spécialités, mais on est dans quelque chose qui se dit vraiment un jeu de rôle rustique. Est-ce que vous jouez un fermier? Est-ce que vous jouez l'ancien du village? Jouez-vous un garde, un peu épuisé, fatigué? Ou un jeune homme qui cherche à prendre le relais de son père, peut-être qui a disparu dans la forêt? Le moteur au cœur de Legends in the Mist va être quand même bien inspiré des Powered by the Apocalypse. C'est un système de jeu de rôle qui vous propose de lancer 2d6. Donc quand vous voulez faire un test, vous lancez 2d à 6 faces. Vous ajoutez divers bonus et il va y avoir 3 possibilités selon les résultats obtenus. Si vous avez 6 et moins, c'est un échec avec des conséquences quand même majeures. Si vous avez 7, 8, 9, vous réussissez ce que vous cherchez à entreprendre, mais avec une conséquence mineure. Et si vous avez 10 et plus, ben c'est un succès complet. Ce qui est vraiment cool dans Legends in the Mist, c'est que vous n'avez pas de caractéristiques à proprement parler. Le jeu vous propose de trouver 4 qualités à votre personnage, 4 descriptifs. Est-ce que vous êtes le meilleur archer du village? Est-ce que vous êtes fort comme un bœuf? Est-ce que vous avez étudié avec l'ermite qui vit dans la vieille tour? Et ce qui est chouette donc du système, c'est que quand vous roulez vos 2d6, plutôt qu'ajouter votre force ou votre dextérité ou whatever, vous allez ajouter chacune de vos qualités ou de vos tags. Un tag, ça peut être autant un objet, un allié, une caractéristique, n'importe quoi qui est écrit sur votre feuille de personnage qui s'appliquerait à ce jet-là. Donc si vous avez le bon arc de votre père comme objet dans votre sac à dos, si vous êtes le meilleur archer du village, et si vous êtes incroyablement déterminé, vous pourriez utiliser ces 3 caractéristiques-là, 1, 2, 3, pour vous donner un bonus de plus 3 pour tirer une flèche en direction des voleurs qui veulent attaquer votre village. Ça devient des caractéristiques qui sont super souples, qui peuvent s'utiliser dans toutes sortes de circonstances. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant, mais on n'a pas non plus de point de vie, on n'a pas de conditions. Fait que comment est-ce qu'on est mis au défi? Qu'est-ce qui arrive quand les choses tournent mal? Eh bien, en fait, ce sont des tags négatifs que vous allez gagner au fil de vos aventures. Alors, si vous essayez de faire un test, mais vous échouez avec une conséquence, peut-être que votre maître de jeu va vous dire « Ben maintenant, vous gagnez le tag essoufflé 2. » Et ça, c'est un tag négatif qui va vous donner moins 2 à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose qui va demander du souffle. J'ai trouvé ça super intéressant, c'est tellement simple, on a joué avec des enfants et ça se comprend vraiment intuitivement. La seule chose, c'est que ça place le jeu beaucoup dans ces discussions-là, où à chaque test, tout le monde va parler autour de la table en faisant « Ben, est-ce que ça peut s'appliquer le fait que je suis extrêmement intelligent à cibler la meilleure place avec mon arc? » Puis là, t'es comme « L'intelligence, est-ce que ça te fait tirer mieux à l'arc? Pas vraiment. » Et là, soudainement, on se met à discuter autour de la table, un peu comme dans une joute de categories.
Ça, est-ce que je peux avoir ça dans ma poche? Ça peut faire en sorte que la partie, soudainement, met beaucoup le focus sur la discussion de est-ce que cette caractéristique-là donne un bonus ou pas. Et vous allez avoir certains joueurs, bien sûr, qui cherchent à s'avantager, qui vont essayer d'argumenter en faisant « Mais oui, voyons, l'intelligence, ça s'applique au tir à l'arc. » Évidemment, je pense qu'il faut jouer avec un groupe en qui vous avez confiance. Et il faut aussi surtout jouer avec un MJ en qui vous avez confiance. Je vois 100% comment ce set de règles-là peut amener une expérience de jeu de rôle à dégénérer ou à nous laisser un goût amer dans la bouche de « Hey, c'est veg, je me laisse pas appliquer aucune de mes caractéristiques. » Tu sais, si vous avez un MJ qui est très très strict et qui vous en donne pas beaucoup, peut-être que vous allez avoir juste une ou deux caractéristiques qui s'appliquent à chaque fois, puis vous allez comme, je sais pas, là, je trouve que t'es dur avec nous. Vous comprenez, il y a cette espèce de petite zone de gris, là. Il y a tellement de bonnes idées dans Legends in the Mist. La progression de personnages aussi est super intéressante. Il y a aussi certains tags que vous pouvez sacrifier pour la partie. Vous les rayez, vous pouvez plus les utiliser de la partie, mais ils vous donnent un bonus de +3 parce que vous les avez brûlés. C'est des décisions mécaniques qui sont super intéressantes. Fait que si vous cherchez un jeu qui est un petit peu plus narratif, Legends in the Mist a plein de bonnes idées. Moi, j'ai adoré que ça tourne beaucoup autour des personnages. Là, c'est vraiment les personnages qui sont en vedette. Mais oui, je sais que ce sera pas un jeu pour tout le monde. Parlant d'un autre jeu qui sera pas nécessairement pour tout le monde, mais qui est vraiment du médiéval fantastique pur. Pensez conte de fées. Pensez rêve un peu psychotronique. Il s'agit de Mystic Bastion Land. C'est un jeu de Chris McDowell qui prend place dans des légendes arthuriennes, ou un univers inspiré des légendes arthuriennes pour être plus précis. Les joueurs incarnent des chevaliers qui vont devoir explorer des terres, des contrées mystérieuses à la recherche de mythes. Les mythes, ce sont des événements grandioses, magiques, inexplicables, qui vont hanter et transformer la terre du roi. C'est très inspiré de la quête du Graal, de ces espèces de quêtes épiques, un peu féeriques. Je sais que c'est un jeu qui est un petit peu difficile à expliquer. Mais je pense qu'il y a deux grands axes à Mystic Bastion Land. Le premier point, c'est que c'est un jeu hyper simple. Fait que c'est un jeu D20 Roll Under. Vous avez 3 caractéristiques principales, qui est la clarté, la vigueur et l'esprit, ou la volonté, si on veut. Et quand vous faites un test, vous lancez un des 20 et vous cherchez à obtenir en dessous de la valeur de votre caractéristique. Mais vos caractéristiques sont aussi vos points de vie. Et donc, quand vous êtes mis à l'épreuve et que votre vigueur est atteinte à cause qu'il fait froid, ou vous avez marché dans un marais, ou vous avez reçu une grosse roche à la tête, ben vous avez peut-être perdu des points de vigueur. Vous avez peut-être plus 14 de vigueur, peut-être que vous êtes rendu à 8. Et donc, les tests de vigueur vont devenir de plus en plus difficiles jusqu'à ce que vous trouviez du repos dans un endroit sécuritaire et là, vous reprenez vos caractéristiques perdues. Fait que ça, c'est assez sensible à des jeux comme Cairn, Mouse Raider, etc. Mais Mystic Bastion Land introduit quand même certains éléments mécaniques vraiment puissants, plein de saveurs et qui vous donnent vraiment l'impression de jouer un chevalier plus grande nature. La première chose, c'est que vous allez avoir un archétype de chevalier qui est déterminé au hasard. Puis c'est comme le titre de votre chevalier. Est-ce que vous êtes le chevalier de la paix? Est-ce que vous êtes le chevalier énigme, le Riddle Knight? C'est quoi la légende qui vous entoure? Et ce titre pour votre chevalier va vous déterminer donc quelle est votre monture, quels sont vos pouvoirs de chevalier. Vous avez des pouvoirs vraiment étranges, comme pouvoir casser n'importe quelle chaîne. Ou des trucs plus abstraits, dignes d'un conte de fées. Ça va aussi déterminer quel est le sage qui vous a donné votre mission de chevalier. Fait que pensez à la Dame du Lac ou à Merlin. Et ça aussi, ça contribue au fait de vraiment avoir l'impression de jouer une légende. Mécaniquement aussi, il y a un des aspects du combat qui est très inspiré de Into the Odd. Ça ressemble beaucoup à Cairn, 2e édition aussi, où il n'y a pas de jet pour déterminer si vous touchez votre adversaire. Vous avez uniquement un dé de dégâts que vous lancez quand vous ciblez quelqu'un. Ce qui est vraiment chouette ici, là, c'est qu'il y a tout un pan mécanique, moi, qui m'a vraiment réconcilié avec cette mécanique-là. Si on est plusieurs chevaliers ou plusieurs alliés à cibler la même créature, on lance tous notre dé de dégâts. Seulement le dé le plus élevé va faire le dégât et les autres dés, tous les résultats au-dessus de 4, vont pouvoir modifier narrativement l'histoire. Est-ce qu'on bloque son bouclier?
Fait que j'ai pas fait de dégâts, mais j'ai pogné son bouclier. Est-ce qu'on va essayer de le désarmer? Est-ce qu'on va le démonter de son cheval? Il y a aussi 3 super moves que chaque chevalier peut prendre. Par exemple, il y en a un qui vous permet d'ajouter un des 12 à votre dégât. C'est insane, c'est vraiment fort. Mais quand vous utilisez ce super méga gros move, vous devez faire un jet de caractéristiques. Et si vous échouez, vous ne pouvez plus faire ce méga super gros move-là de tout le reste du combat. Fait que tu te demandes toujours, là, c'est un as que vous avez dans votre manche, à quel moment il faut le déployer pour faire le plus d'effet. Et là, comme promis, le deuxième grand axe de ce jeu-là, qui rend ce jeu-là vraiment unique, c'est la légende qu'on va construire ensemble. Et comment Chris McDowell fait ça, c'est qu'il a créé un livre qui est une vraie table aléatoire complète. Chaque page peut générer des lieux, des personnages, des événements, des obstacles. Chaque bas de page contient des petites options si vous cherchez de l'inspiration. Une campagne de Mythique Bastion-Laine vous propose de créer votre carte remplie de hex à explorer et déterminer 6 mythes qui hantent les terres du royaume. Ces mythes sont bien sûr déterminés au hasard à partir d'une liste de 60 mythes. Et ça va être quoi notre Graal à nous? Et il y a des mythes tellement étranges qui sont pas tuer le monstre qui hante le marais. Mais il y a des choses, par exemple, un rocher, où les gens des environs vont porter les corps des soldats défunts. Et au sommet du rocher, de la montagne, il y a des spectres, une armée spectrale qui s'assemble. Et là, c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est l'entrée pour le rocher, c'est une page, avec presque rien dessus. Et ça vous demande, qu'est-ce que vous allez faire avec ça, vous, comme MJ? Et vous avez, oui, quelques petits stat blocks, vous avez comme des strophes de poèmes qui vont vous inspirer comment ce mythe-là va progresser. Alors, à chaque fois que vos chevaliers vont être dans l'adjacence du Hex où il y a le rocher, ils vont entendre des rumeurs, ou ils vont peut-être voir justement des paysans qui amènent des corps de soldats défunts sur la montagne, parce qu'ils ont entendu des voix, parce que c'était leur dernière volonté. S'ils explorent la montagne, ils vont peut-être arriver justement devant cette armée spectrale-là. Et là, je vous l'exprime comme ça avec des phrases, ça a l'air d'être comme écrit. Là. Vous dites, il doit y avoir un beau gros paragraphe qui m'explique comment rouler ça, mais non. C'est que du vibe, que des impressions. C'est un livre qui s'attend de vous à ce que vous fassiez les derniers 1000 de l'aventure, que vous improvisiez. C'est vraiment juste comme le squelette, et vous, il va falloir que vous fassiez confiance à cette légende-là. Bien sûr, les chevaliers, vos joueurs, vont poser des questions, ils vont explorer, ils vont découvrir, ils vont tomber peut-être sur différents mythes qui s'entrecroisent. Et je pense que c'est le jeu de rôle parfait pour une mini-campagne médiévale fantastique légendaire. On amène notre histoire sur le plan épique, mythique, qui nous rappelle les grandes histoires comme de Thésée aux enfers. C'est ça qui m'a vraiment inspiré de ce jeu-là. Fait que oui, Mythique Bastion-Laine, pour moi, ça a été vraiment une belle découverte. Je sais que ça plaira pas nécessairement à tout le monde, parce que si ce que vous voulez, c'est tuer des gobelins, combien il y a de gobelins? 1 des 6 plus 2. C'est pas vraiment la proposition ici. On est dans quelque chose qui va vous demander un petit peu plus d'investissement. Ça va vous demander de faire le saut dans quelque chose qui va peut-être être un petit peu plus improvisé. Il y a aussi un jeu dont je veux vous parler, c'est Myr. Un autre jeu médiéval fantastique, Seigneur! Très, très, très beau. D'ailleurs, la couverture a gagné la meilleure couverture au Enix cet été. C'est un jeu français et j'ai vu plusieurs personnes en ligne être un peu déçues que Myr soit mis de l'avant cet été au Enix uniquement pour sa couverture. Parce que pour plusieurs, c'est un excellent jeu avec un univers riche et profond. Et moi, ça a piqué ma curiosité, ça m'a donné le goût d'aller voir ce qu'il en était. On incarne des agents du Myr. C'est comme une espèce d'agence gouvernementale qui s'assure d'arrêter les anomalies. Les anomalies, c'est des vestiges d'un grand cataclysme magique qui a détruit les grands empires des siècles passés. On n'est pas sûr exactement, mais on sait que c'est parce que les humains ont cherché quand même beaucoup à maîtriser la magie, à aller toujours plus loin dans la quête, la recherche de mystères. Et bien, éventuellement, ils sont allés trop loin et ils ont amené sur eux le cataclysme. Et nous, on est une agence donc qui cherche les dernières pochettes de cette magie sauvage qui pourrait déclencher un nouveau cataclysme.
On est encore dans un monde avec des épées, un petit peu renaissance noire. Et cette agence, c'est comme une espèce de secte, finalement. C'est les vestiges d'un ordre qui est de plus en plus oublié parce que le cataclysme, à chaque année qui passe, on l'oublie. On pense que c'est des légendes, mais non, il n'en est rien. Il reste vraiment des dangers, des anomalies qui peuvent mettre la réalité en danger. Alors vous allez aller explorer des mystères dans des cités décadentes pour comprendre pourquoi est-ce que les ronces poussent toujours de plus en plus épineuses dans un jardin d'une noble famille. Il y en a plusieurs qui l'ont comparé à Delta Green, mais au Moyen-Âge, fantastique, mystique, magique. Je pense que ce qui m'a le plus étonné de Myr, c'est la construction de l'univers, du lore. Parce que c'est un monde qui a été déchiré entre des grandes cultures qui s'affrontent, qui ont des personnalités vraiment établies. Et donc le choix de votre peuple va avoir une incidence quand même assez importante sur votre personnage que vous allez jouer. C'est presque aussi important qu'une classe dans Donjon Dragon ou qu'un clan dans Vampire la Mascarade. Parce que chaque peuple a un stigmate qui est comme une espèce de marque laissée par la catastrophe. Et les peuples sont vraiment flyés. T'as un empire, l'empire Sistérin, qui fait que chaque individu de l'empire doit choisir son destin dès l'âge de 7 ans. Ou subir une espèce de malédiction, perte de mémoire. Il y a la République de Vanstemar, qui est comme une espèce d'empire un peu Italie Renaissance où tous portent des masques qui altèrent la personnalité. Il y a vraiment comme une espèce de lore très profond. Il y a un système de corruption qui remplace, si on veut, un peu la santé mentale, qui vous permet de vous exposer aux échos justement de la catastrophe. Et tout le système repose sur des pools de D12. Plutôt que de lancer par exemple des D6 ou des D10, on va ramasser des D12 pour chaque point qu'on a dans un attribut qu'on teste. Et les résultats de 7 et plus sont considérés comme des succès. Fait que tu vois, moi, il y a beaucoup de ce jeu-là qui me rappelle un peu Vampire la Mascarade, tu sais, avec un lore vraiment riche qui donne le goût de s'y plonger. Mais en même temps, il faut avoir envie de cette expérience-là, avoir à faire connaissance avec un univers créatif, deep, très profond, un peu dark. T'sais, je vous mentirais pas que moi, dans les dernières années, j'ai cherché à m'échapper un peu de ces jeux-là où l'univers est comme un incontournable. Tu peux pas juste prendre le système et jazzer ton propre monde. Il faut un peu que tu acceptes de vivre avec les idées des créateurs. Ça demande un petit peu de faire l'équivalent d'un petit cours éclair de l'histoire d'un monde. Ce qui n'est pas nécessairement la tasse de thé de tous. Reste que le livre est vraiment chouette, vraiment très beau. Il y a une ambiance gothique qui est un peu partout à travers le livre. Alors si vous cherchez un bon jeu de rôle français, vous allez jeter un œil du côté de Myr, un jeu de rôle qui a attiré beaucoup l'attention, autant en Europe il y a quelques années qu'ici en Amérique maintenant. Et là, je viens tout juste de recevoir le livre PDF de Starfinder 2e édition. Alors merci à Paizo qui m'a envoyé une copie pour survoler un petit peu les nouveaux changements de leur jeu de rôle Science Fantasy. Parce que oui, Starfinder, c'est l'équivalent de Pathfinder, mais dans un univers futuriste où se côtoient les rayons laser, les gros fusils, les robots, les vaisseaux spatiaux. L'idée avec Starfinder 2e édition, c'est de rendre le jeu un petit peu plus accessible et surtout compatible avec Pathfinder 2e édition. Le classique aussi de Pathfinder 2e édition qu'on intègre dans cette nouvelle édition de Starfinder 2, c'est que vous avez 3 actions par tour. Imaginez un peu comme dans Pandémie, ces 3 actions-là, à votre tour, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez bouger 3 fois, vous pouvez tirer 3 fois. Il y a plein de nouvelles mécaniques qui permettent de jouer avec ces actions-là. Par exemple, dans Starfinder 2, il y a un mot-clé avec certaines armes qui s'appelle Boost. Donc vous pouvez dédier une action à juste charger votre arme pour faire un dé de dégâts supplémentaires quand vous tirez avec. Tu sais, c'est plein de bonnes idées. Recharger ton arme, c'est une action. Tu peux essayer d'intimider ton adversaire, de le démoraliser, de le pousser au sol. Ça ouvre un vaste pan d'options techniques à votre tour. Le revers de ces bonnes idées-là, c'est que oui, bien sûr, Pathfinder 2
Starfinder 2, ce sont des jeux très crunchy où il est possible que vous preniez beaucoup de temps à votre tour pour choisir quelle de ces options-là est la meilleure pour vous. L'autre revers de ça que j'ai vu beaucoup dans Pathfinder 2e édition, c'est que, il y a des options qui sont juste évidentes! Certains pouvoirs de classe sont tellement efficaces que je vois pas pourquoi je ferais pas mon déplacement attaque avec mon barbare plutôt que n'importe quelle autre option mécanique. Il y a des pouvoirs qui sont tellement plus forts que les autres que ça fait que vos pouvoirs un peu thématiques sont souvent oubliés puis laissés derrière et jamais utilisés. J'ai pas testé Starfinder 2, donc je sais pas si cet ADN-là de Pathfinder se retrouve ici aussi. J'aime beaucoup, par exemple, l'univers de Starfinder. On est vraiment dans de la science fantasy. Alors vous avez la magie, les dragons qui côtoient les lasers et les machines. Puis ce qui est génial de faire que les deux systèmes sont compatibles, c'est que vous pouvez maintenant aller chercher des monstres de vos manuels des monstres de Pathfinder 2e édition et les amener dans des stations spatiales pour combattre vos personnages de Starfinder. Les fans de Pathfinder 2e édition, je pense qu'il y a de quoi être excité d'avoir cette option-là pour jouer des campagnes qui ont une saveur un petit peu plus science-fiction, vaisseaux spatiaux, robots échoués. Nous, on a roulé Iron Gods dans la première édition de Pathfinder, puis ce scénario-là est juste tellement fort, tellement bon. Je vois tout à fait comment je pourrais maintenant l'adapter à la 2e édition de Pathfinder. Ceci dit, moi, même s'il y a beaucoup d'idées qui m'emballent, je reste réticent à embarquer dans la 2e édition de Pathfinder et donc les mécaniques de Starfinder 2 parce que c'est le même moteur qui alimente les deux jeux, vous comprenez? Mais c'est des préférences personnelles. Moi, j'aime le spectaculaire et le dramatique. Et j'aime qu'un seul lancer de dés peut tout arrêter, peut tout faire exploser ou peut risquer la vie du groupe en entier. Pathfinder 2e édition, Starfinder 2, on n'est vraiment pas du tout là-dedans. On est vraiment plus dans non. Pas de niaiserie comme ça. On va se déterminer ça un lancer de dés à la fois. Quitte à prendre 2-3 heures, on va y rester jusqu'à ce que toutes les dés aient été lancés. Je suis excité, ça a repiqué ma curiosité autour du matériel compatible pour la 2e édition des jeux de Paizo. Mais pour l'instant, correct. Et voilà, et tant qu'à faire en étant dans les petites annonces ludiques, Paizo a annoncé un jeu de société. Ben oui, Pathfinder Quest! Un jeu de société qui va être en socio-financement. Fait que si ça vous intéresse de voir un jeu de société coopératif avec des mécaniques de Pathfinder, des miniatures, des cartes dans l'univers de Golarion, allez jeter un œil là-dessus. Aussi, je pense que peut-être le socio-financement vient juste de se terminer ou il est sur le point de... Mais les Merry Mushmen publient 2 nouvelles courtes aventures compatibles avec Old School Essentials. Les Merry Mushmen, ils sont tellement cool. Ils ont une aventure dans un désert magique avec des dragons de l'apocalypse, un peu une inspiration Dark Sun, puis une aventure qui se déroule dans une usine de viande de dragon, où il y a de la saucisse humaine qui est fabriquée, quelque chose de même, on sait pas trop. Faut explorer une usine. Fait que c'est 2 univers un petit peu wacky, 2 saveurs un peu différentes, mais moi, j'adore les produits des Merry Mushmen. Je les utilise et je les transfère dans toutes les éditions. Les Hounds of Edinburgh, je l'ai roulé avec Donjon Dragon. Et j'ai roulé la Citadelle d'Obsidienne avec Pirateborg. Et c'est tellement des bons donjons, tellement du beau matériel. Je les trouve vraiment beaux, fait qu'allez jeter un œil là-dessus. Et pour finir, je vais vous parler d'un socio-financement aussi pour Licorne d'Abondance. Fait que c'est un scénario, jeu de rôle, vieille école, qui se joue en 5 à 6 heures. Et il y a comme une espèce de licorne à trouver dans un bois magique. On nous propose plein de personnages attachants, différents, des alliés ou des ennemis potentiels. Il y a un aspect un peu bac à sable, je crois, dans cette espèce d'aventure old school. Fait que si vous aimez les jeux OSR et que vous cherchez du matériel français, allez jeter un œil là-dessus. Les liens vont être dans la description. Et de notre côté, on prépare une campagne de Dagger Art qui sera diffusée sur notre Patreon. Fait que si ça t'intéresse de voir l'équipe Etugame jouer au nouveau système de Critical Role, il faut s'abonner. Il y a tellement de vidéos, tellement de contenu exclusif en plus, je pense que ça vaut sincèrement la peine si tu cherches à occuper tes longues soirées d'automne. Puis là-dessus Internet, je vous souhaite de bien vous amuser, de découvrir toutes sortes de choses, puis on se retrouve dans une autre